bienvenue dans cette 8e édition de Tous Handicapés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé des enfants. Je vais évidemment essayer de ne pas vous sortir les fameux clichés du type faites-leur faire du sport, retirez-leur les écrans, etc. Mais j'ai plutôt sélectionné certains troubles qu'il me tenait à cœur d'évoquer avec vous. Bon, mais pour commencer, je vais déjà déroger à ce que je vous ai dit en introduction. Je vais peut-être avoir un discours de vieux con, alors que je n'ai même pas 30 ans et pas d'enfant, et je ne veux sûrement pas remettre en question vos modes d'éducation. Ceci étant, laissez-moi vous poser une question. Combien d'enfants voit-on désormais seuls dans les rues, sans parents ? Hormis sur les sorties d'école, il y a plein d'endroits en France, notamment dans les villes, où on n'en voit plus beaucoup. De plus en plus d'enfants restent chez eux, derrière un écran par exemple, et à force, cela génère une génération moins débrouillarde. Chez les 11-17 ans, une étude de novembre 2020 a montré que la moitié présente un risque sanitaire élevé et qu'ils passent plus de 4h30 devant un écran. Une étude australienne a montré qu'en 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en raison de cette sédentarité chronique. Et je vous parle même pas des conséquences sur le surpoids, avec de l'obésité de plus en plus fréquente chez les jeunes. Donc évidemment, l'accès au sport est un enjeu majeur pour les enfants pour enrayer cette spirale de l'obésité. Justement, passé ce cliché, et pour revenir sur les écrans, je voudrais vous parler d'une campagne faite par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que j'ai trouvée particulièrement bonne. Il s'agit de la campagne « Maîtrisons les écrans », qui présente plusieurs visuels en fonction des âges des enfants. Pas de télé avant 3 ans. La meilleure émission, c'est celle qui crée lui-même. Pas de console de jeu avant 6 ans. La meilleure partie, c'est celle qui joue avec un vrai ballon. Pas d'internet seul avant 9 ans. La meilleure découverte, c'est celle qui fait dans la réalité. Pas de réseaux sociaux avant 12 ans. La meilleure connexion, c'est celle qu'il a en vrai avec ses copains. Voilà, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais si ça vous intéresse, cherchez les affiches de cette campagne, elles sont vraiment sympas. Évidemment, pour la question des écrans, le Covid n'a pas aidé. Malheureusement, le confinement et les couvre-feux successifs ont engendré une génération d'enfants beaucoup plus sujette au TOC et aux phobies sociales. Des enfants qui peuvent développer des troubles des apprentissages, de l'attention et de la concentration à l'école. En plus de ça, cette génération est moins immunisée, quasi aseptisée, avec moins d'anticorps pour se protéger du monde dans lequel ils doivent évoluer. Bien sûr, on n'avait pas le choix, il fallait se protéger pendant cette crise sanitaire en 2020 et 2021. Mais ne tombons pas dans la paranoïa au risque de créer une multitude de petits hypocondriaques. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour discuter des mesures gouvernementales pour gérer la crise sanitaire. Il est évident qu'encore aujourd'hui, la meilleure protection reste le masque et le respect des gestes barrières. Mais ne tombons pas dans l'extrême, car le masque rend évidemment les interactions sociales plus difficiles. Il nous déshumanise un petit peu. Je le constate quotidiennement dans mon travail en EHPAD, donc avec les enfants c'est pareil. C'est vrai, régulièrement il m'arrive de ne pas reconnaître des gens sans leur masque, alors que je les avais vus qu'avec. Ou de me dire « mince, je pensais pas qu'il ressemblait à ça en dessous ». Après encore une fois, le masque reste encore indiqué dans pas mal de situations, même actuellement. C'est un juste milieu à trouver. Bref, tout ça pour dire que nos enfants ont déjà bien assez de troubles qu'ils peuvent développer dès la naissance ou au cours de leurs apprentissages, alors essayons de leur faciliter un peu la vie quand c'est possible. Et justement, j'aimerais vous parler de certains troubles qui touchent les enfants et qui ont un impact sur leur vie quotidienne, mais aussi leurs apprentissages. Pour commencer donc, connaissez-vous le TDAH ? C'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On n'est pas dans le cliché de l'enfant qui est un peu une pile électrique et qu'on va tout de suite catégoriser comme hyperactif, par facilité ou pour faire genre. Non. Car le TDAH est avant tout, comme son nom l'indique, un trouble du développement du cerveau qui se caractérise par une difficulté persistante à gérer son attention. Concrètement, au quotidien, il se traduit par 3 types de symptômes possibles.
D'abord, le manque d'attention. L'enfant ne peut pas se concentrer s'il est attiré par d'autres éléments autour de lui. Il a du mal à organiser, débuter et terminer quelque chose. Il a tendance à avoir des oublis ou à perdre ses affaires, et à éviter de faire des tâches répétitives ou qui lui demandent de la concentration. Ensuite, un autre symptôme possible est l'impulsivité. L'enfant agit sans réfléchir. Il va parfois au plus facile. Il parle tout le temps et a du mal à attendre quand il veut quelque chose. Enfin, l'hyperactivité. Là, c'est typiquement l'enfant qui ne tient pas en place, ne peut pas rester assis, bouge sans arrêt. Son activité est désordonnée et peu productive. Forcément, beaucoup de ces comportements sont inadaptés. Mais essayons de les regarder sous un autre prisme. Souvent, on dit des enfants TDAH qu'ils sont mal élevés, insolents, capricieux, voire pleurnichards, alors qu'en fait, ils sont spontanés, ils ont soif de justice, sont passionnés et ultra sensibles. Les gens les voient comme des enfants dans la lune, casse-cou et têtus, alors qu'ils sont juste particulièrement créatifs, curieux et tenaces. Il leur faut donc un cadre et un rythme de vie stable, qui soit à la fois contenant, mais rassurant. Le but n'est pas de les brider, parce que ça aurait l'effet tout inverse, mais plutôt de leur offrir un environnement cadré qui leur donne la possibilité d'exprimer leurs émotions, mais aussi leur vivacité. Évidemment, petite mise en garde, qui est vraie pour le TDAH, mais pour toute autre maladie d'ailleurs. On a souvent tendance à poser un diagnostic soi-même, après avoir lu une liste de symptômes sur internet, ou écouté l'émission d'un mec à la radio, en se disant « mais c'est évident, c'est ça !» seulement parce que ça correspondait un peu aux symptômes qu'on peut voir. Attention, il n'y a que des professionnels de la santé qui peuvent poser un diagnostic, après une batterie de tests bien spécifiques. Donc si vous avez des doutes concernant votre enfant, je vous invite à l'emmener chez son médecin traitant déjà, et pourquoi pas ensuite chez un neuropsychologue, un pédiatre ou un psychiatre. Autre trouble dont on entend régulièrement parler à propos des enfants et qui souffre de bien des clichés, l'autisme. L'autisme, ou TSA, pour trouble du spectre autistique, est là encore un trouble du développement cérébral. Il se traduit en général par des difficultés dans la communication et les interactions sociales, ainsi que des comportements répétitifs, une réticence au changement et des intérêts restreints. Le plus souvent, les personnes autistes ont aussi un trouble au niveau sensoriel. Ils sont soit hyper réactifs aux stimulations sensorielles, ou au contraire hypo-réactifs, donc très peu sensibles. Concrètement, l'autisme est plutôt bien connu de manière générale, et j'aimerais surtout profiter de cette chronique pour déconstruire certains mythes et idées reçues sur ce trouble. Ainsi, je voudrais d'abord dire que le TSA est bien un trouble du développement, et pas une maladie qu'on attrape. Et il existe plusieurs formes de TSA, qui pourront être associées à une déficience intellectuelle ou non. Ce n'est pas systématique. Le syndrome d'Asperger, par exemple, est un TSA associé à un très bon développement intellectuel. En revanche, certaines formes de l'autisme associent une déficience intellectuelle qui entraîne des troubles de l'apprentissage importants. Concernant les causes possibles du TSA, il n'y a pas de cause clairement identifiée, mais on sait qu'il y a un lien entre autisme et génétique. Par contre, non, l'autisme n'est pas lié à l'état psychologique de la mère, ni à l'éducation de l'enfant. Sinon, en réponse à d'autres clichés pêle-mêle qu'on entend souvent, les enfants TSA peuvent parler, et on peut communiquer avec eux. Et ce ne sont pas tous des petits génies, qui ont je ne sais quel don surnaturel. Enfin, les enfants qui ont un TSA ne sont pas capricieux, violents, et ils ne méritent pas une bonne punition parce qu'ils ont une petite crise après avoir été stimulés de toutes parts. Il faut vraiment avoir conscience qu'ils peuvent être hypersensibles, réagir parfois de manière excessive et inadaptée, parce qu'ils ont surtout une autre façon de percevoir le monde. Leur cerveau traite les informations et les perceptions de manière différente des autres. Donc parfois,
ils peuvent réagir de manière étrange ou ne pas communiquer normalement. Donc là encore, au regard de ces signes possibles, il y a toute une phase de test à faire pour poser un diagnostic, qui est parfois complexe, tant les troubles associés peuvent être importants. Un dépistage précoce est donc important, même s'il n'est pas toujours possible, pour pouvoir ensuite proposer l'accompagnement psychoéducatif le plus adapté possible. À votre niveau, il est donc essentiel de ne pas les juger au premier abord, et d'essayer au maximum d'inclure les personnes autistes dans la société, en essayant d'avoir un comportement le plus adapté et respectueux de leur façon d'être possible. Pour finir sur cette partie, je vous encourage vivement à regarder Hors Normes, le film de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui avait par ailleurs réalisé le film Intouchable, avec Omar Sy et François Cluzet. Dans Hors Normes, avec Reda Kateb et Vincent Cassel, on suit des éducateurs qui accompagnent au quotidien des enfants et des jeunes qui ont un trouble du spectre autistique. Et franchement, le film est très bien fait. On pleure de rire et d'émotion, c'est vraiment magnifique, donc je vous le conseille vivement. Enfin, il y a un dernier trouble qui peut toucher les enfants et dont je voudrais vous parler, les fameux troubles 10. Les 10, ce sont les troubles des fonctions cognitives qui peuvent avoir une influence sur l'apprentissage de l'enfant. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, autant de noms compliqués pour ces troubles qui sont pourtant assez simples à comprendre et qui, bien accompagnés, permettent à l'enfant de ne pas trop en pâtir. Je vais certainement faire de gros raccourcis, mais c'est pour simplifier le tout. Ainsi, on peut résumer la dyslexie à des difficultés d'apprentissage de la lecture, la dysorthographie pour l'écriture et la dyscalculie pour le calcul. La dysphasie, c'est la difficulté à utiliser la communication verbale. Et enfin, la dyspraxie, c'est un trouble du développement de la coordination, pour utiliser des objets ou non. Elle peut parfois engendrer une dysgraphie, la difficulté d'écriture. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ces troubles sont très souvent associés les uns les autres, et qu'on n'en connaît pas vraiment les causes. Il y aurait des connexions cérébrales qui ne se font pas naturellement chez ces enfants, et selon les aires du cerveau touchées, ça donne les troubles dont j'ai parlé. Et forcément, comme ça touche les fonctions indispensables pour les apprentissages, ça a un impact important chez les enfants. Pour mieux vous représenter ce que ça fait, je vais vous donner un exemple proposé par Pierre Lemaître, écrivain interviewé en mars sur France Inter pour la rubrique Carte blanche. Je vous invite même à essayer ça chez vous pour mieux vous en rendre compte. Enfilez un gant de boxe et prenez un stylo. Essayez d'écrire plusieurs phrases à la suite que l'on vous dicte à côté, comme à l'école. Vous allez voir que ce sera loin d'être facile et que malgré votre application, vous allez dépenser 10 fois plus d'énergie que d'habitude pour un résultat franchement pas terrible. Et concrètement, un enfant dyspraxique, c'est ce qu'il vit quotidiennement. Il souffre d'un trouble de la coordination. Son cerveau n'automatise pas les gestes. Chaque fois qu'il écrit une lettre, il doit se souvenir de sa forme. Même chose pour nouer ses lacets, couper sa viande, boutonner sa chemise, etc. Pourtant, il a un QI normal, il s'exprime très bien, mais il est plus lent que les autres. Vous imaginez un peu l'énergie qu'il faudrait pour se concentrer pour tout et tout le temps ? Pour un enfant dyspraxique, c'est perpétuel, donc souvent il est vite crevé. Mais comme le dit Monsieur Lemaître lui-même, le vrai handicap de ces enfants, c'est pas vraiment leur trouble, c'est l'école. Car l'école n'est pas adaptée pour ces élèves un peu particuliers. Et oui, parce que comme pour le TDAH, il y a plein de solutions possibles pour remédier à son trouble. Des séances avec des professionnels, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens. Ou des solutions palliatives, comme des AVS ou AESH, qui sont des professionnels formés pour accompagner l'enfant en classe. Après, il ne faut pas jeter la pierre non plus aux enseignants, qui sont trop souvent trop peu formés pour repérer et aider ces enfants en difficulté. Mais pour reprendre à nouveau une phrase de Pierre Lemaître, le monde ne changera pas. C'est nous qui devons changer. Et si on faisait l'inverse ? Alors évidemment, le système est ainsi fait qu'il n'est pas du tout aidant. Et je préfère vous prévenir, si votre enfant présente des troubles quels qu'ils soient dans son quotidien,
ça peut être le début d'un long chemin. Il y aura d'abord toute la phase de recherche, de diagnostic, pour mettre des mots sur leurs troubles. Forcément, il y aura parfois toute une batterie de tests à passer avec des professionnels de la santé. Encore une fois, orthophonistes, neuropsy, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Au-delà des délais pour avoir des rendez-vous, toutes ces évaluations prennent du temps et viennent ensuite les démarches administratives auprès de la MDPH par exemple, qui sont parfois encore plus longues. C'est un véritable parcours du combattant, mais ces enfants valent la peine qu'on se batte pour eux, pour leur offrir les mêmes chances de grandir et d'évoluer dans le monde. Alors, je voudrais pour une fois terminer cette émission par un message et adresser tout mon soutien à tous les parents qui s'engagent peut-être ou traversent en ce moment même ces épreuves parfois difficiles. Et j'en connais personnellement. Ne vous découragez pas. C'est un long chemin de croix, mais vos enfants ont besoin de vous. Et dans ces périodes parfois décourageantes, il est d'autant plus important de penser aussi à vous pour mieux les accompagner. Alors, évidemment, prenez soin d'eux et prenez soin de vous.